Prima di tutto vorrei ringraziare il professore Nicolangelo D'Acunto e Caterina Cicopiedi per avermi invitata a Brescia. Alors, c'est fini pour l'italien. Et donc, je suis très heureuse. Je vais essayer de parler lentement pour que vous puissiez comprendre. Et le PowerPoint que j'ai fait est détaillé. Donc, je pense que vous arriverez enfin, j'espère que vous arriverez Ah, oui, je peux. Là, c'est bon. Ah oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et donc, je vais commencer tout de suite en essayant de parler lentement pour que vous me compreniez. Donc, je voudrais commencer en soulignant le fait que aujourd'hui, les réseaux, la question des réseaux, la reticolarità, est à la mode. C'est une notion à la mode. Et c'est une notion à la mode sans doute parce qu'il y a une influence des réseaux sociaux divers, Instagram, etc., qui influent sur notre mode de pensée. Et de fait, on a deux manifestations scientifiques, deux colloques importants qui ont mis les réseaux au centre en histoire médiévale de leurs préoccupations, la Mendel en septembre, mais aussi cette année, en juillet, l'IMC de Leeds qui porte sur Networks and Entanglements, donc qui parle aussi de réseau. Donc c'est vraiment une notion qui est à la mode, y compris chez les médiévistes. C'est-à-dire que d'un coup, on a l'impression que le monde médiéval fonctionne en réseau en 2023, une découverte majeure. Cet intérêt pour les réseaux a commencé depuis quelques années en France et il a été d'abord porté par les périodes modernes et contemporaines. Et de ce point de vue-là, la référence importante, c'est Claire Lemercier, qui a été la première en histoire contemporaine à adapter ces méthodes d'analyse de réseau. En fait, dès les années 90, on voit se généraliser dans les publications ce terme de réseau en France, où ce terme remplace le terme de société qui était omniprésent jusque dans les années 1980. Et en gros, on a l'impression qu'avec les années 90, on passe de l'étude de la société à l'étude des réseaux. C'est vraiment quelque chose de très frappant quand on regarde les titres des ouvrages. Pour autant, chez les médiévistes, on a le plus souvent un usage métaphorique des réseaux. L'interrogation porte, en gros, sur la manière dont des relations entre des personnes vont structurer une société et un milieu. Et donc, dès qu'on va vouloir parler du fonctionnement des liens entre ces personnes, on va parler de réseau. Mais de manière molle, de manière métaphorique, sans rentrer dans le détail. En revanche, depuis les années 2010, il y a d'autres types de travaux qui sont beaucoup plus sociologiques, beaucoup plus quantitatifs et qui utilisent aussi la notion de réseau. Alors, c'est quoi cet usage sociologique et quantitatif du réseau? Ça repose sur trois choses. Première chose, il faut, dans ces études-là, on utilise une matrice qui est souvent une base de données imposante. Donc, il faut un usage numérique derrière. Deuxième condition pour ces travaux, on emprunte le vocabulaire et des grilles d'analyse, des manières de penser qui viennent de la sociologie. Donc, ce sont des travaux qui sont influencés, qui sont sous influence de la sociologie des études des sociologues. Et dernière chose, qu'il y a dans ces travaux des calculs, c'est-à-dire l'usage des mathématiques et des représentations graphiques, qu'on appelle des graphes, qui représentent les réseaux de relations. Donc on a ces trois choses qui interviennent dans quelques travaux depuis les années 2010. Donc moi je vais me situer dans cette deuxième perspective, celle qui est mathématique et sociologique, et plus globalement sur cette piste des techniques informatiques qui s'offrent aujourd'hui aux médiévistes.
Donc, d'abord, pour cette technique informatique qui s'offre aux médiévistes, je vais m'intéresser au réseau de mots, c'est-à-dire pas une dimension sociale, mais la manière dont on peut étudier les mots comme des mots articulés les uns aux autres. Et puis, la deuxième chose dont je vais vous parler plus longuement, parce que je pense que c'est ça qui est important, c'est la question des réseaux de personnes, sachant que cette technique d'analyse, de travail, on appelle ça l'analyse de réseaux sociaux, ça vient de l'anglais, Social Networks Analysis, SNA. Donc c'est une technique propre à ce type d'analyse. Alors, je vais prendre un prétexte en fait pour vous présenter ces deux aspects, et ce prétexte, ça va être l'hérésie des Nicolaïtes, parce que ça permet de voir avec vous ces deux aspects de la recherche. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que on a un ouvrage qui a été fait déjà sur l'hérésie des Nicolaïtes en 1981. Alors là, on ne voit pas du tout parce que ça a été très mal scanné. C'est l'ouvrage de Fornassari qui a été fait sur ce thème-là. Et donc, là, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est quelque chose de méthodologique. C'est-à-dire que je vais me poser la question de savoir ce que les humanités numériques nous permettent de faire aujourd'hui, qui était impossible en 1981. En gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec des méthodes nouvelles pour renouveler le travail de Fornassari, qui était un travail génial, mais on peut aborder le même thème autrement avec les humanités numériques. Et donc, plus globalement, je vais essayer de vous montrer la dimension heuristique de ces démarches. Alors, heuristique, parce que ce sont des démarches qui empruntent à la statistique et aux mathématiques. Alors, pourquoi ça a une dimension heuristique? Heuristique, c'est bon, c'est compréhensible, parce qu'en français, c'est un mot compliqué, mais j'imagine que c'est heuristico en italien. Ok, donc ça marche bien. Donc, première chose qui est intéressante dans ces démarches, c'est qu'elles nous obligent à laisser de côté les a priori historiographiques. C'est-à-dire que, comme on part sur des analyses de lexique, comme on part avec des chiffres, on met à distance les a priori historiographiques. Deuxième intérêt de la démarche, c'est que ces démarches font émerger par la sémantique ou par les mathématiques des éléments inconnus de la masse des données. C'est-à-dire que c'est la masse des données qui permet de faire remonter des choses qu'on ne verrait pas sans les outils informatiques. Et troisième chose, ces démarches permettent de réfléchir différemment et de manière nouvelle sur des histoires de chronologie. C'est-à-dire que la chronologie va émerger de la masse des données qu'on va traiter. Et donc, évidemment, pour des historiens, les questions de chronologie sont évidemment des questions intéressantes. Donc, comme vous l'avez compris, je vais m'intéresser d'abord à une première question qui va être comment les corpus de sources numérisés changent le travail des médiévistes. Et puis, une deuxième question, donc sur laquelle je passerai plus de temps, en quoi l'analyse de réseau permet d'analyser un concile. Donc, je vais prendre deux cas pour vous expliquer un petit peu les apports, enfin, ce qui me semble être les apports de ces méthodes. Donc d'abord, premier domaine, les réseaux de mots et les corpus. Est-ce que c'est bon du point de vue du débit? C'est pas trop rapide? Ça va? C'est compréhensible? Oui, ça va? Ok. Donc, avant de vous expliquer ce que j'ai fait, je voudrais souligner que ma démarche n'est pas celle du big data. Moi, je ne suis pas dans cette perspective-là. C'est une perspective qui existe en France, beaucoup. Le traitement du big data, ça repose sur l'utilisation de logiciels qui fonctionnent, de lexicométrie, qui fonctionnent sur de très gros corpus. Et donc, à partir de là, les logiciels font remonter des co-occurrences, par exemple. Et donc, voilà. Donc, moi, ce n'est pas du tout ce que je fais. Je pars sur des plus petits corpus. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, les corpus, la manière dont je fonctionne, en fait, je vais prendre l'exemple de l'hérésie des Nicolaïtes. En fait, moi, j'avais 3 questions
sur ce thème. Ma première question, c'était quand est-ce que cette hérésie, parce que c'est une hérésie, devient une hérésie réservée aux clercs. Pendant tout un moment, c'est une hérésie que tout le monde peut, à laquelle tout le monde peut adhérer, et puis un moment où c'est réservé aux clercs. Donc ça, c'était ma première question. Deuxième question, quand est-ce que cette hérésie devient synonyme de mariage clérical? C'est-à-dire quand est-ce qu'on considère que être nicolaïte, c'est pour un clerc être marié? Et puis, en fait, la vraie question, c'était passé de là, c'était la dernière, c'était quand est-ce que cette hérésie se rapproche de l'hérésie simoniaque? Parce que ce sont deux hérésies qui ont des histoires séparées, et il y a un moment où elles font système, elles s'unissent. Et donc, c'était ce moment que je voulais identifier, je voulais comprendre comment cette imbrication était arrivée. Sachant que cette imbrication, elle a été léguée dans l'historiographie, en France en tout cas, je pense un peu en Italie aussi, c'est-à-dire qu'en France, c'est toujours simonie et nicolaïsme, c'est presque un mot entier. Et de ce point de vue-là, voilà, moi, c'est ça qui m'intéressait. Et donc, pour arriver à mettre en place ces éléments-là, en fait, je suis partie dans des recherches d'occurrences, dans des bases de données textuelles. Et du coup, cette première phase de la recherche a été vraiment importante parce que c'est la première chose qui change par rapport à l'étude de Fornassari, c'est le fait de pouvoir faire des recherches sur de très grandes bases de données. Alors, en fait, on en a plusieurs sur lesquelles j'ai fait ma recherche, donc toutes celles qui sont proposées par Brepols, donc il y en a qui fonctionnent maintenant ensemble, Library of Latin Text et IMGH, qui sont regroupées dans Cross Database Search Tool, qui permet donc de faire des recherches de grande ampleur. On a des bases de données qui sont moins fiables sur le plan de la langue, du latin, mais qui sont quand même utiles parce qu'elles permettent de brasser des textes. Donc, ah non, pardon, excusez-moi. Il y en a encore une autre qui est fiable, mais où il n'y a pas beaucoup de choses. C'est Source chrétienne online, je ne sais pas si vous la connaissez, où on peut faire des recherches à la fois dans la traduction française et dans le texte latin. Donc, c'est quand même commode en termes de recherche d'occurrence. Et puis, une dernière... les sources non fiables, enfin les corpus non fiables, c'est évidemment Acta Sanctorum et Patrologia Latina, mais qui permettent malgré tout de brasser des textes et puis d'aller éventuellement dans des éditions qui sont plus fiables. À côté de ça, il existe d'autres types de bases. Donc tout ce qui est base de données diplomatiques, donc évidemment vous connaissez Codice Diplomatico della Lombardia Medievale, mais il y a aussi Diplomata Belgica, DIDS pour l'Angleterre. Donc on a des corpus de chartes très importants. Il y a eu des initiatives de ce genre aussi en France, les chartes originelles antérieures en 121, charte égalier, et tout ça, toutes les bases que j'ai citées pour la diplomatique, sont désormais présentes dans une énorme base de données qui contient 500 000 chartes, donc un demi-million de chartes, qui sont dans le CEMA, qui est disponible gratuitement sur le site du LAMOP. Donc on a là une masse documentaire qui est quand même énorme et qu'on peut évidemment manipuler. Et puis la dernière chose qui existe, c'est une base épigraphique qui s'appelle Titulus, sur lequel on peut aussi faire des recherches d'occurrence pour construire des corpus. Donc le résultat, c'est qu'on peut brasser des milliers de documents, qu'on peut faire des recherches de mots dans ces bases de données, et donc on se rapproche d'une forme d'exhaustivité. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai cherché de mon côté? Donc j'ai cherché des occurrences précises. Donc pour ma recherche sur les nicolaïtes, en fait, j'ai fait deux choses différentes. J'ai cherché les occurrences de nicolaïte et de ses variantes, donc Nicole, 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 et de Simone, c'est-à-dire pour tout ce qui concernait l'hérésie simoniaque. Et donc, à partir de là, les bases de données m'ont généré des tonnes d'occurrences. Simone, horrible, parce qu'il y avait Simon-Pierre, toutes les occurrences de Simon-Pierre, toutes les occurrences de Simon et Jude. Donc, en fait, on se retrouve avec un énorme corpus à devoir trier. Mais bon, n'empêche que c'est un outil génial. Et donc, à partir de ce premier résultat, donc, j'ai trié à la main, d'une certaine manière, les occurrences pour les saisir dans deux fichiers Excel.
Donc en gros, je peux dire, je crois que là j'ai toutes les occurrences qui concernent Nicolas, les réserves supposées de l'hérésie des Nicolaïtes et l'hérésie des Nicolaïtes. Ici, j'ai toutes les occurrences qui concernent Simon le magicien, les réserves supposées de la Simonie et la Simonie. Donc c'est quelque chose, enfin, disons deux tableurs qui permettent d'avoir accès à beaucoup de données textuelles. Et ça, pour l'instant, l'intelligence artificielle ne le permet pas. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par le tri manuel. On peut accélérer avec des techniques de fouille de texte, mais on est obligé de regarder les occurrences une par une pour les trier. Et donc, ce système, enfin cette manière de fonctionner, je l'ai aussi généralisé. J'ai emboîté ce type de recherche pour comprendre plein de choses. À chaque fois que je tombais sur un problème qui me paraissait important. Donc, par exemple, j'ai cherché dans ces bases de données tous les personnages bibliques qui jouaient un rôle important pour construire l'hérésie des Nicolaïtes. Donc, Balaam, parce qu'il est associé aux Nicolaïtes dans le texte biblique, et puis d'autres figures, Ophni, Phinéas, Élie. J'ai cherché aussi des citations bibliques en faisant des recherches d'occurrences proches avec des opérateurs de proximité. Donc, par exemple, Jean 10, 10, 13, qui est une citation importante pour la défaillance épiscopale. J'ai cherché des termes précis qui étaient importants pour comprendre comment on a des basculements du point de vue de la définition de la simonie, monetarius et trapezita, par exemple, qui sont utilisés par Pierre Damien de manière très spécifique. En fait, ce sont des termes qui sont positifs avant lui et qui deviennent négatifs sous sa plume. Donc c'était important, pour comprendre le rôle de Pierre Damien, de revenir évidemment à toutes les occurrences antérieures. Et pareil, pour le terme de néophyta, ou néophyta, il y a plusieurs orthographes possibles qui, on va le voir, étaient importantes pour la recherche. Et puis enfin, j'ai cherché des expressions. Par exemple, dans un texte, j'étais tombée sur une expression qui me paraissait étrange, qui est hérésie de prêtre. Et donc, c'était hyper précoce, et je voulais savoir s'il y avait d'autres occurrences de cette expression. Et donc, ça m'a permis d'éclaircir et de situer cette expression dans l'ensemble des textes rédigés avant la date qui m'intéressait. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça apporte de travailler comme ça ? En fait, on peut dire que c'est un peu une approche réticulaire des objets historiques. C'est-à-dire que l'objet historique va être pensé comme un réseau qui amène à d'autres termes auxquels la recherche principale est associée. Et de ce point de vue-là, il y a trois apports. Le premier apport, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la question de l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir à l'échelle de corpus où on a quasiment tout ce qui a été écrit sur un personnage particulier ou sur une hérésie particulière. Donc là, c'est la première partie du corpus. Je bascule sur la deuxième partie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait émerger, enfin, c'est pas moi, c'est les bases de données qui ont fait émerger un texte, le Concile de Tours de 567, qui est le premier texte, apparemment, à définir les Nicolaïtes comme des clercs hérétiques. Mais c'est super tôt, c'est 567. Et Fornassar, ne connaissait pas ce texte. Donc là, du coup, il y a un texte qui change la manière dont on peut voir cette hérésie des Nicolaïtes. Donc ça, c'est un premier intérêt. Le deuxième intérêt, alors c'est le texte en question sur lequel on va revenir. Deuxième intérêt, c'est qu'on voit émerger des scansions chronologiques, des rythmes dans la manière dont les occurrences se répartissent dans le temps. Par exemple, je me suis rendu compte que le terme de simonia n'existe pas du tout avant les années 1070. C'est vraiment un terme qui apparaît au moment de la querelle des investitures, et de ce point de vue, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment un élément de datation des textes aussi, de savoir que Simonia n'apparaît pas avant les années 1070. Et ça, on le sait en regardant toutes les occurrences, évidemment, de Simoniaca hérésie, enfin Simone. Donc ça, c'est la première chose. Pareil, pour l'hérésie des Nicolaïtes, Nicolaïta, c'est d'abord un nom commun
ça devient un adjectif au Xe siècle, et l'expression de Nicolaïta hérésis est en fait très très rare. On dit toujours l'hérésie nicolaïte, mais en fait, ça ne correspond pas à une réalité médiévale, enfin très rare. On parle vraiment dans les textes médiévaux d'hérésie des nicolaïtes. De manière plus globale, en termes de scansion, de seuil chronologique, on peut dire que le décompte des occurrences, le fait de compter les occurrences, permet de voir émerger des moments qui sont importants sur le plan de la recherche qu'on mène. Et là, c'était l'année 1059 qui apparaissait comme un moment vraiment de concentration des occurrences. Troisième intérêt de cette méthode, on établit en fait des connexions entre certains textes. C'est-à-dire que ça permet de comprendre comment certains concepts se rapprochent. Donc, je vais prendre l'exemple du lien entre hérésie simoniaque et hérésie des Nicolaïtes. Donc, j'ai fait ma recherche dans le fichier des Nicolaïtes et je me suis rendu compte que le premier à articuler hérésie simoniaque et hérésie des Nicolaïtes, c'est Pierre Damien en 1059. Mais ça ne me disait pas pour autant comment il avait abouti à cette expression qui est très très bizarre. Et en fait, je l'ai compris parce que j'avais mon fichier Simone et je suis tombée sur, on voit la flèche là, sur cette occurrence, Héréses simoniaca et neophitarum, qui apparaît chez Jean Diacre en 873-876, et qui est la matrice en fait, qui est le modèle de Pierre Damien. Et donc, de ce point de vue-là, c'était vraiment intéressant. Donc, je me suis mise à chercher, évidemment, toutes les occurrences de Neophitarum pour comprendre comment, d'où venait cette hérésie dont j'avais jamais entendu parler, enfin, que personne ne connaissait en fait. Et donc, en recherchant les occurrences, dont je me suis rendu compte que c'était un terme qui avait une longue histoire, qui avait changé de sens, etc., mais ça m'a permis d'aboutir à 3 conclusions qui sont vraiment très importantes. La première conclusion, enfin très importante, n'exagérons rien, mais qui sont des conclusions neuves en tout cas. Donc la première conclusion, c'est la découverte de cette hérésie inconnue, c'est-à-dire l'hérésie des néophytes, qui est en fait dénoncée avant Jean Diacre, vers 780, par un auteur qui s'appelle Beatus de Liébana. Deuxième conclusion importante, j'ai vu qu'en fait, cette hérésie des néophytes est dénoncée par le milieu pontifical avec des mécanismes qui ressemblent beaucoup à ce que deviennent les accusations d'hérésie cléricale au XIe siècle. C'est-à-dire qu'on a, avec l'hérésie des néophytes, mais au IXe siècle, une sorte de laboratoire, en fait, de ce que devient l'accusation d'hérésie plus tard, à l'époque grégorienne. Troisième conclusion, donc ça a permis aussi de mettre en avant un texte relais avec Pierre Damien, c'est-à-dire qu'il y a Jean Diacre qui utilise l'expression d'hérésie des Nicolaïtes et d'hérésie simoniaque, mais en fait, il y a un relais entre Pierre Damien enfin Jean Diacre et Pierre Damien plutôt, c'est ce texte bizarre, l'Epistola Widonis, qui a fait l'objet de plusieurs datations, et donc ça a permis de mettre un peu l'accent sur ce texte-là. Et donc, en fait, je pense que vous avez compris que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne pense pas une recherche de manière fixe, mais que c'est une recherche qui fait des sauts de puce d'un thème à l'autre, et ça permet d'enrichir, en fait, de comprendre des articulations et de mettre en relief un certain nombre de choses, de mettre en relief des liens, de penser l'histoire intellectuelle en termes de circulation. Or, ces questions de circulation, elles sont très présentes dans les questions d'analyse de réseau. Et donc, je vais maintenant vous parler de l'analyse des réseaux sociaux à partir de l'exemple d'un concile. Donc, je vais passer à ma deuxième partie qui va être beaucoup plus longue parce que c'est plus technique en fait. Donc, je vais y passer plus de temps. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? C'est compréhensible? D'accord, très bien. Alors là, ça va être plus difficile, je pense. Alors, je vais d'abord commencer pour qu'on parle le même langage, en fait, enfin, presque,
de vous donner des éléments théoriques sur l'analyse de réseau. Parce que, en fait, comme ça vient de la sociologie, on a besoin d'un bagage minimal pour comprendre de quoi on va parler. Donc, le terme de réseau, c'est un terme qui est employé partout, de manière métaphorique, mais c'est d'abord une notion de sociologue. Et donc, moi, je vais vous parler de l'analyse de réseaux sociaux, donc la dimension quantitative de cette approche. Donc, un réseau, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble qui est formé par des entités qu'on appelle aussi des sommets. Donc, en général, les analyses de réseaux sociaux, ce sont des personnes, en fait. Et donc, c'est l'ensemble formé par ces entités et par les liens que ces entités entretiennent les unes avec les autres. Donc, c'est les deux, en fait. C'est pas centré sur les personnes, c'est plutôt centré sur les liens et la manière dont les liens influent sur le comportement des personnes. Et donc, ce qu'il faut tenter de voir dans les analyses de réseau, c'est la nature des liens, leur quantité, leur intensité, leur qualité. Ce sont les liens qui vont être au cœur vraiment de la réflexion sur les réseaux. Donc on est vraiment sur une acception dans un sens social. Ce qui compte, c'est que c'est une analyse sociale, une analyse qui est souvent déspatialisée. C'est pas l'espace qui compte, même si on peut le prendre en compte. Et ce qui compte, ça va être les relations entre ces entités. Donc ce qui va être fondamental, ça va être en fait la typologie des liens qu'on va essayer de reconstituer. Il faut bien réfléchir à la typologie des liens. Je vous donne un exemple de typologie que j'ai établie pour une étude qui n'a rien à voir avec les nicolaïtes. Donc, en gros, j'avais deux entrées sur les liens. Une première entrée, c'était la nature des liens. Et donc là, j'avais plusieurs possibilités. Des liens brefs, que j'appelle des interactions. Ou bien des liens brefs ou pas, mais contraires, qui sont des oppositions, donc qui sont d'autres types de liens. Des liens de parenté par le sang, consanguinitas, et des liens d'alliance matrimoniale. Donc ça, c'était la nature. Et après, j'ai rajouté une dimension à ces liens qui était importante pour l'étude que j'avais faite. C'était dans quelle source ces liens sont-ils attestés? Et donc là, j'avais distingué. Donc chaque lien avait soit une nature et une source, évidemment. Et donc la source était soit des chartes, soit des annales, donc un texte narratif. Et donc l'idée, là, avec les sources, c'était de comparer deux types de réseaux. C'est-à-dire, si je reconstitue la vie d'une reine, par exemple, quelle est l'image que j'ai avec les chartes et quelle est l'image que je vais avoir avec un récit narratif. Et ce qui était très intéressant, c'est que c'était un peu Flogoni, Arnaldo di Brescia. C'était vraiment deux images différentes de la vie d'une même personne. Et ça, c'était intéressant, enfin, pour plein de raisons différentes. Donc, quand ce type d'analyse de réseau est fait de manière quantitative, du coup, on a une matrice à l'arrière-plan. C'est-à-dire que les relations sociales vont être intégrées dans un tableur ou une base de données. Donc je vous le mets de manière simple et après je vous montre ce que j'ai fait. Donc de manière simple, on a une première feuille
qui va répertorier des liens entre deux personnes. Donc, nom 1, nom 2. Donc là, lien 1, lien 2, lien 3, etc. Et on a une deuxième feuille qui est un répertoire de personnes. Donc là, les personnes qui sont là, Raoul, Céulfus, Herbert II de Vermondois. Donc là, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est hyper simple, d'accord, on peut presque rien faire avec ça. Mais si on intègre les différents critères que j'ai évoqués, on aboutit à quelque chose de beaucoup plus complexe, enfin, pas tant que ça. Donc on a toujours nom 1, nom 2, et après, on a des critères. Donc là, on a le type de lien. Après, juste derrière, mais je ne l'ai pas marqué sous forme de flèche, on a le type de document, donc la source, la date du lien, le lieu du lien, et après des choses qui relèvent plutôt de l'analyse qualitative, c'est-à-dire qu'on va avoir des précisions qui vont permettre de revenir à ce qu'on a entré en fait dans la matrice. Donc ça, c'est la feuille des liens. Et puis on a la feuille des personnes qui est plus complexe aussi, donc le nom de la personne. Et puis après d'autres critères, donc son sexe, qui permet de faire des études de genre. Quand est-ce que les femmes interviennent, pour quel type d'acte, dans quelle source. Donc on peut faire quelque chose de ce genre. Le statut social et la zone géographique d'action. L'idée, c'était de pouvoir donner quand même une dimension spatiale, du coup, à travers les acteurs à l'analyse. Et donc, c'est cette double matrice, ces deux feuilles, qui sont ensuite traitées par des logiciels d'analyse de réseau. Alors, il y en a plein, plus ou moins compliqués. Donc là, je vous ai indiqué des très vieux, des très simples, des très compliqués. Le plus compliqué, c'est R, parce que c'est vraiment un logiciel de statistique. Bison, c'est un logiciel que je trouve pas mal pour des gens qui débutent. Gephi, c'est pour faire des magnifiques images de réseau. C'est en gros tout ce que vous avez dans la plupart des études sont faites avec Gephi, mais il n'y a pas tellement de possibilités de calcul, du coup c'est plus difficile. Et Payek, c'est un logiciel, c'est le plus vieux en fait des logiciels, donc du coup maintenant il rame un peu, mais il permet de faire des choses intéressantes. Et comme c'est le premier, bon bah voilà, c'est important de le citer. Comment? Vison, alors Vison est libre, Gephi aussi, R je pense qu'il est payant, mais je suis pas sûre. Et Payek, je pense qu'il est libre. Donc oui, ils sont libres, pour la plupart. Comment? Ouais, tu les trouves faciles. Hein, hein. Ouais, c'est des statistiques pures. C'est beau, c'est le plus difficile à utiliser. Enfin, c'est fait pour autre chose presque que des usages historiques. Mais par contre, vous qui êtes jeune, si vous voulez vous former en analyse de réseau, je pense que c'est intéressant d'investir dans R parce que, bah, voilà, si vous maîtrisez cet outil, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses en statistique et aussi en analyse de réseau. Alors, un autre élément que je veux évoquer de manière un peu théorique, c'est qu'il existe deux grands types de réseaux qu'on peut reconstituer. Le premier type de réseau, c'est le réseau qu'on appelle le réseau complet, c'est-à-dire que dans ce réseau, on veut restituer l'ensemble des liens entre plusieurs entités. Et donc là, l'autre nom du réseau complet, c'est l'analyse structurale de réseau, c'est-à-dire qu'on cherche à voir à l'intérieur d'un groupe qui émerge, qui est un intermédiaire avec les autres obligatoire. Est-ce qu'il y a des groupes très soudés? Est-ce que le réseau peut se diviser en deux parties si une des personnes s'en va? Donc voilà, c'est pour savoir dans un groupe comment un groupe fonctionne. Donc ça, c'est un premier type.
Et après, un deuxième type, alors moi j'ai fait un peu des deux, mais j'ai surtout fait celui-ci, le deuxième, c'est le réseau qu'on appelle le réseau égocentré, c'est-à-dire c'est celui qui permet de faire de la biographie en fait. Donc on a un personnage, enfin une personne qui est au centre de l'étude, on l'appelle égo, et donc l'analyse de réseau va consister à reconstituer et analyser tous ces liens avec son entourage, et donc tous les autres, ça s'appelle des alters. Et ce qui va être très intéressant, ça va être de voir deux choses. D'abord, les liens entre les alters qui ne dépendent pas d'ego et les liens que les alters entretiennent avec des personnes extérieures, mais qui peuvent être déterminantes pour comprendre le fonctionnement d'ego. C'est-à-dire que si ego, imaginons l'époque carolingienne, ça c'est le roi. Selon que ego a des relations ou pas directes avec le roi, ça change évidemment son itinéraire social. Donc ça peut être très intéressant de reconstituer les personnes qui sont en dehors du réseau d'ego et les liens que les alters ont avec ces personnes qui sont en dehors du réseau. Alors, ça c'est pour tout le vocabulaire que j'ai évoqué là pour l'instant. On n'est pas obligé de l'utiliser, de faire des graphes, de faire des représentations. Mais quand on fait des représentations, on a un vocabulaire qui se rajoute. Alors, dans les graphes, on appelle les entités les nœuds ou les nodes. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de sommet, on parle de nœuds. Et les liens, on appelle ça taille ou lien. Là, pour le coup, ça reste de la même, ça porte le même nom. Ces nœuds ou ces liens, on dit qu'ils ont des attributs. Chacun a des attributs. Par exemple, on va représenter chaque nœud par son sexe ou son statut social. Donc, dans la représentation, on peut faire varier par des couleurs, par des formes, en fonction des attributs qu'on a choisis. Autre exemple, on peut distinguer des types de liens visuellement par des couleurs et on peut représenter leur intensité en valuant les liens, c'est-à-dire qu'on donne une valeur numérique au lien. Si on part du principe qu'un lien est fort, on va lui donner un chiffre de 3, par exemple, et ça, on peut le représenter avec des traits plus épais, c'est le logiciel qui détermine ça. Mais on peut donner, par la valuation aussi, des dates. C'est-à-dire que la date d'un lien, c'est aussi une valuation et ça permet de voir l'évolution d'un réseau. Donc le problème, évidemment, maintenant que je vous expliquais toute la théorie, c'est de savoir comment on peut adapter ça à l'époque médiévale. Parce que ce sont des techniques qui ont été pensées pour l'époque contemporaine. C'est des techniques de sociologues. Donc c'est une réflexion que j'ai développée dans des articles, dans une succession d'articles en fait. Donc je vais évidemment pas vous les résumer, mais par contre, il me semble important de souligner que la réflexion doit porter sur l'endroit où on trouve, à l'époque médiévale, des traces d'interaction sociale. Qu'est-ce que c'est un lien à l'époque médiévale? Dans quoi? Dans quel document? Quel document on peut utiliser pour reconstruire des liens sociaux? En fait, à l'époque médiévale, on a juste des sources géniales pour faire ça. Ce sont tous les documents avec des listes. Par exemple, une charte. Dès que vous avez une liste de noms, vous avez des liens entre les personnes qui sont citées sur ces documents. Donc c'est vrai pour une charte, mais c'est vrai aussi pour un concile, quand on a des listes de signataires. C'est vrai aussi, alors c'est pas tout à fait une liste, mais pour des lettres, puisqu'on a quelqu'un qui envoie une lettre et son destinataire. Et donc en fait,
on peut déduire de toutes les personnes qui sont citées sur cette liste des liens de chacune des personnes avec tous les autres. Et donc ça devient ça. On peut basculer facilement de la liste au lien, sachant qu'à chaque fois, il faut évidemment dire quelle est la nature du lien, sa date, etc. Donc il y a quand même toute une forme de travail derrière, mais bon, comme ce sont des lignes, on peut aussi les répéter facilement. Donc moi, j'avais tenté le truc sur les chartes, qui sont intéressantes à coder parce que voilà, on a des listes de noms, mais on peut mener le même genre de réflexion sur les listes de conciles. Alors, avec les conciles, on peut tenter, et ce sera mon dernier point de vocabulaire, un autre type de réseau qui est très à la mode. Donc, c'est à la mode dans le truc à la mode, c'est le réseau biparti, qu'on appelle aussi le réseau de mode. Alors, c'est un type de réseau un peu spécifique. Ça a été utilisé par les sociologues qui étudiaient les affiliations politiques. C'est-à-dire qu'en fait, un réseau biparti, c'est un réseau qui reconstitue des liens entre deux types de sommets différents. Donc on a des individus, d'une part, et de l'autre côté, des groupes. Et donc là, on pourrait imaginer, Parti socialiste, Ligue du Nord, tous les partis politiques, et ça permet de répartir les personnes dans des affinités politiques. Ben, ça, ce type de raisonnement, on peut le faire pour les conciles. Sauf que le lien, ah mince, on voit pas bien, qui est participe à, je sais pas trop comment faire pour, bon, c'est pas grave, on le remplace les individus par des évêques et les groupes par des événements que seraient les conciles. Et donc ça permet de coder plus vite en fait les événements, les liens sociaux. Et je vous propose de voir ce qu'on peut en tirer à partir d'un concile, qui est le concile de Tours II de 567. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'en fait, il y a très peu d'informations. 567, c'est le désert de la documentation. Enfin, ça dépend d'où on vient, mais peut-être quand on travaille sur l'Égypte, c'est génial. Mais pour l'époque médiévale, c'est rude. Mais par contre, c'est intéressant de partir sur un petit exemple avec peu de liens, parce que ça permet de voir ce qu'on peut faire avec peu d'informations aussi, et ce qu'on peut utiliser en termes d'analyse de réseau. Donc, quelques mots sur ce concile, tout d'abord. En fait, ce concile est daté, donc ces actes sont datés du 18 novembre 567, et en fait, c'est un concile qui est hyper bizarre. Et donc, c'est intéressant de le travailler parce qu'il est complètement atypique. Il est atypique parce qu'il a 28 canons, très très longs pour la plupart, des canons qui ont une ambition radicale de réorganiser l'Église et la société. C'est-à-dire que les évêques qui ont fait ce concile ont été dans une perspective réformatrice forte. Et de ce point de vue-là, ce qui est très important, c'est que cette radicalité se porte sur la sexualité des moines et surtout des clercs. C'est-à-dire que c'est un concile qui insiste sur des interdits de manière très forte concernant la sexualité des clercs. Donc c'est peut-être là qu'a émergé dans le canon 20 la première définition du mariage des clercs comme hérésie des nicolaïtes. Et après, pour le reste, cette question de la sexualité des membres de l'Église est abordée en deux séries différentes. On a d'abord les canons 10 à 17, qui sont normaux, dans le sens où, enfin, ils sont radicaux, mais courts. Et après, on a des canons, 3 canons très très longs, qui parlent des relations sexuelles interdites, pas seulement celles des membres de l'Église, quoique, avec l'interdiction du mariage aux nonnes, mais en tout cas des canons hyper bizarres et très longs. Donc on a des mesures étranges, et donc l'hypothèse de travail qu'on peut faire, c'est que l'analyse de réseau
peut permettre d'éclairer la bizarrerie de ce concile. C'est-à-dire, c'est un concile étrange. Qu'est-ce que l'analyse de réseau peut apporter pour comprendre pourquoi c'est aussi bizarre? Donc, pour la mettre en œuvre, cette analyse de réseau, attendez, pardon, je passe. On doit partir des participants du concile. Donc, on voit qu'ils sont seulement 9. Ce sont les points rouges qui sont situés sur la carte. Et leurs sièges sont tous situés au nord de la Loire. Donc là, ce n'est pas du réseau, c'est juste un constat des participants. La question, c'est ces 9, comment les restituer dans leur contexte. Et donc, pour ça, on peut prendre plusieurs événements, voyez, qui se suivent, 762, 763, 767, 767, 767, 767, après 767, 773, des événements auxquels ces évêques participent. Donc, on les voit agir les uns avec les autres, et ça, on peut le coder. On peut le transformer en matrice informatique. Alors, le problème, c'est que ces événements ne sont pas toujours comparables. Là, on a des listes. Parce qu'on a des documents qui sont soit des comptes rendus de concile, soit des lettres, avec des signataires multiples. Donc, on a des listes, et là, ça va générer beaucoup de liens. Pour les deux autres, ici et là, on a Grégoire de Tours, donc une source narrative, et donc évidemment, l'exhaustivité n'est pas la même. On a des données qui ne sont pas tout à fait comparables, en fait, entre ces différents documents. Donc moi, je vais coder ça. Seulement ces 6, il y en a 6, ouais, seulement ces 6 événements. C'est ça que j'ai codé. On aurait pu faire un autre travail qui aurait été de prendre tous les évêques de Tours 2, et chercher toutes leurs relations. Alors pourquoi c'est compliqué de faire ça? Parce qu'en fait, à l'époque mérovingienne, on a, pour ces évêques, des vies de saints tardives. Et donc du coup, c'est très compliqué d'utiliser ce matériau-là pour reconstituer des biographies, parce qu'on se situe 2-3 siècles après. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur cette piste-là, qui est de partir d'explorer ces 6 événements. Donc, du point de vue technique, chaque événement est donc codé dans un tableur. Donc là, c'est la feuille des liens. Le lien est super simple, c'est participe A. Donc on a le participant, l'événement et la date de l'événement. Donc ça, c'est la première feuille. Et donc, l'idée, c'est qu'on va éventuellement pouvoir retracer l'évolution des liens entre ces participants puisqu'on a rentré la date. Deuxième feuille, la feuille des sommets. Donc là, on a le nom de l'évêque, enfin de la personne qui participe, son siège, sa province ecclésiastique, et sachant que ces provinces ecclésiastiques ont été représentées en couleur, et la fonction des participants a été représentée par des formes. Donc, on a un jeu possible sur les représentations. Et donc, c'est ce fichier-là, qui est ensuite, ces 2 feuilles-là, qui sont ensuite traitées par le logiciel Vison. Alors, du coup, ça donne quoi? Ça donne ça. Déception absolue, ça ne ressemble pas du tout à un réseau. Si, en fait, ça ressemble à un réseau biparti. Les réseaux bipartis, les réseaux de mode, c'est représenté comme ça, avec d'un côté les participants et de l'autre côté les événements. Donc, ce qui est représenté ici, c'est la taille des sommets, donc les nœuds sont représentés selon leur centralité de degré. Vous voyez, Paris 3 est beaucoup plus grand que le synode de Saintes. De la même manière, les nœuds roses sont plus grands que ce nœud orange. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, plus un sommet a des liens, plus il est gros sur la représentation, sur le graphe. On peut en déduire 3 choses. Première chose, tour 2, qui est là,
est en deuxième position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'époque qui nous occupe, il n'y a que 9 participants, mais malgré tout, avec 9 participants, il est en deuxième position derrière Paris 3. Donc ça veut dire qu'à l'époque mérovingienne, il y a peu d'évêques qui participent au concile. Ça, c'est une première conclusion historique. Deuxième conclusion, les évêques de la province ecclésiastique de Bordeaux sont complètement marginalisés. En orange, là, vous voyez, et celui-là. Ils ont très très peu de liens. Dernier point, les activités épiscopales, donc sous Charibert Ier, donc c'est pendant le temps des 6 événements, sont incarnées d'abord par les nœuds les plus gros, ceux qui sont en rose, c'est-à-dire que l'activité épiscopale, sous le règne de ce roi, c'est uniquement la province ecclésiastique de Tours. Alors, on peut passer, à partir de ce graphe qui ne parle pas beaucoup, à un graphe unipartie. C'est-à-dire que le logiciel Vison peut déduire de ces liens participe à un réseau qui est, si machin et machin participent au même événement, c'est qu'ils ont un lien entre eux. D'accord? Et donc, là, en fait, on a des liens qui sont restitués. Alors que là, on peut aussi déduire des choses de ce graphe. La première chose qu'on peut déduire, donc pardon, c'est un réseau complet, c'est que c'est un graphe avec des liens valués. C'est-à-dire que alors qu'on avait un seul lien entre des participants, là, on a des liens qui ont une certaine force. 10 liens, 6 liens, etc. Donc on voit mieux l'intensité des liens entre deux personnes. Première chose. Deuxième chose, les sommets sont représentés en fonction de leur centralité de degré. Donc pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que plus un sommet est gros, plus il a de liens avec les autres. Troisième chose, alors je ne sais pas si vous voyez, est-ce que quelqu'un sait comment réduire la barre? Ah oui, ben voilà. C'est un graphe qui est dense et qui est connexe. Alors ça veut dire quoi un graphe connexe? Ça veut dire que tout le monde est relié à tout le monde. On n'a pas 2 réseaux séparés. On a un seul réseau avec tous les participants. Mais on a un point, c'est lui. C'est-à-dire que si lui disparaît, eux ne sont plus reliés. D'accord? On a 2 graphes au lieu d'avoir un seul graphe. Et donc lui, ça veut dire Léontus de Bordeaux. Ça veut dire que ce Léontus, c'est un cut point, un intermédiaire, c'est-à-dire qu'il est à la fois en position de force et de fragilité. Il est en position de force parce que c'est lui qui relie la province ecclésiastique de Bordeaux aux autres, mais il est aussi en position de fragilité parce que s'il disparaît, voilà, les autres ne se relient plus. Et donc, c'est un personnage hyper important. Ça attire l'attention sur ce personnage qui est dans une position particulière en tout cas. Donc la question c'est pourquoi est-ce que les évêques du Sud sont isolés comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont tout seuls? Donc pour ça, il faut revenir à du qualitatif, à une analyse qualitative. Comme on sait qu'il y a quelque chose avec l'archevêque de Bordeaux, on va aller regarder ce qui se passe du côté de l'archevêque de Bordeaux dans des sources narratives, par exemple. Et donc là, on se rend compte qu'il y a une affaire importante, ce qui s'appelle l'affaire du synode de Saintes, qui a lieu vers 563. Donc c'est un synode qui est organisé par l'archevêque de Bordeaux, qui s'appelle Léonce II, donc c'est celui qui est le cut point, et cet archevêque de Bordeaux déclenche un conflit avec le roi au sujet de l'évêque de Saintes. Et donc, il y a une rupture entre l'archevêque de Bordeaux, enfin le métropolitain de Bordeaux, et le roi. Alors, ce qui est intéressant, c'est à partir de ça, ce que nous apporte l'analyse de réseau. Première chose, en fait, en 567, le conflit est encore là, puisque aucun des évêques de la province ecclésiastique de Bordeaux ne vient au concile de Tours.
Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, visiblement, le concile a été boycotté par les évêques de la province ecclésiastique de Bordeaux. Troisième chose, en fait, on a un soubresaut de cette affaire, encore plus tardive que le concile de Tours, c'est l'hostilité de Morvéus de Poitiers envers Radegonde et Grégoire de Tours qui se rattache au premier réseau. Donc en fait, on a des éléments là qu'on connaît par ailleurs qui trouvent une forme de compréhension à partir de l'analyse de réseau. Ce qu'on peut faire aussi, à partir du réseau coloré qu'on avait tout à l'heure, donc celui-là, on peut faire ce qu'on appelle un repérage de communauté. Alors en fait, on sait tous ce que c'est cluster depuis le Covid-19, on a tous entendu parler de ça. Donc une communauté, c'est-à-dire que le logiciel d'analyse de réseau va pointer, va calculer des personnes qui ont plus de liens entre eux qu'avec les autres. Donc là, c'est un calcul qui s'appelle le clustering. Et donc là, les couleurs qui émergent, en fait, montrent trois groupes. Un groupe 0 qui est en blanc, ici, un groupe en violet et un groupe en mauve foncé, ici. Donc on a trois groupes qui structurent le réseau, en fait. Alors comment est-ce qu'on peut l'analyser? La première chose qu'on peut dire, c'est que ce groupe comporte les nœuds les plus centraux. C'est-à-dire que le groupe 0, c'est celui où on a les personnes qui ont le plus de liens. Plus exactement, ce groupe-là, ce que j'ai entouré, il forme ce qu'on appelle une clique. C'est-à-dire que c'est un groupe dont les participants ont plus de liens entre eux qu'avec l'extérieur. Donc, c'est quelque chose de très dense qui se situe à l'intérieur de ce groupe. Donc, c'est une clique qui est vraiment importante. Ce qu'on aperçoit aussi, c'est que cette clique correspond à 7 des 9 évêques présents à Tours 2. Donc, c'est vraiment là que le réseau se noue. Et cette clique, on peut se poser la question si elle est excluante. C'est-à-dire, est-ce que le fait de ne pas être dans cette clique, ça fait que des participants ne vont pas venir à Tours 2. Vous voyez, on a un groupe soudé, et ce groupe soudé chasse d'autres évêques d'une certaine manière. Alors ça, on le voit avec une analyse qualitative, c'est-à-dire que cette clique, l'existence de cette clique très resserrée explique l'absence de deux évêques, Paternus d'Avranches et Lotto de Coutances, parce que ces évêques appartenaient au réseau du Sud. Ils venaient de Poitiers, donc du coup, ils ne participent pas au concile de Tours 2. Deuxième chose qu'on peut évoquer, on peut souligner aussi que Pascentius de Poitiers, par exemple, ne participe pas au concile de Tours 2, alors qu'il aurait dû y participer. Il fait partie de la clique, normalement. Mais donc ça nous a... La clique. Et donc, Pascentius de Poitiers, il aurait dû participer au concile de Tours. Il est lié à cette clique. Pourquoi est-ce qu'il n'y est pas? Ben, en fait, peut-être que ça nous indique qu'il est mort, alors qu'on n'a pas la date de sa mort. Donc ça donne un élément biographique sur cet évêque. Et dernière chose, et c'est tout, c'est déjà pas mal. Je suis en train de vous tuer, alors du coup... Alors la dernière chose qu'on peut faire, enfin l'avant-dernière chose qu'on peut faire, c'est de projeter le graphe que je viens de montrer, où on a les trois groupes sur une carte. Et là, on voit encore d'autres choses. C'est-à-dire que on voit que la clique, elle se situe en gros sur cette zone, et ça correspond au centre de gravité du royaume de Paris. C'est-à-dire que géographiquement, cette clique correspond à la zone où le rapport au roi est direct.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se joue avec la royauté. L'autre élément qu'on peut faire du point de vue de ce groupe, c'est de souligner que, alors là pareil par une étude qualitative, que cette clique a un profil similaire. Quand on regarde les biographies de ces évêques, telles qu'on peut les reconstituer, on voit que ce sont soit des évêques clercs, type Martin de Tours, moine clerc, soit d'anciens moines, soit des gens qui ont grimpé peu à peu les échelons dans la hiérarchie cléricale. Donc on est sur un milieu assez homogène en fait, au sein des membres de cette clique. La dernière caractéristique de ce groupe 0, c'est qu'en fait il est composé aussi d'acteurs qui ne sont pas des évêques. Le roi, Charibert, Radegonde, une ancienne reine qui fonde un monastère, et Fortuna, qui est d'abord poète avant de devenir évêque de Poitiers. Et donc, du coup, on est là sur des personnes qui ont une centralité plus faible, mais ça montre que ce réseau, ce groupe 0, a des relais dans la société. Il a des relais importants qui sont des membres du pouvoir royal. La dernière chose qu'on peut faire, c'est essayer de caractériser l'évolution de ce groupe. Alors là, j'ai changé les couleurs parce que je n'arrivais pas à remettre les couleurs que j'avais choisies. Donc c'est inversé, ce qui est mieux en fait. En fait, là, c'est encore un clustering. Donc il n'y a plus que deux groupes. Le groupe de la clique et les autres. D'accord ? Et donc, on peut, avec le logiciel, je vais sortir, mais il faut que j'ouvre un fichier spécifique, voilà, et on peut voir, le logiciel permet de voir l'évolution. Alors, zut, comment on fait pour ouvrir? Ah voilà. Zut, pas du tout. Désolée, c'était... Attendez, j'ai un petit doute là sur ce que je suis en train de regarder. Ah non, mince. C'est sur mon ordinateur. Ouais, mais tant pis. Non, mais non parce qu'il faudrait que je remette sur la clé, donc c'est trop compliqué. Puis là, normalement, je suis déjà à la fin, donc il faut que j'aille un peu plus vite. En fait, ça permettait de voir l'évolution du réseau, comment ces liens se tissent. Je peux vous le montrer pour un autre, peut-être pour vous donner une idée, pour un autre type d'étude. Ouais, il rame un peu. Ok, je vais vous montrer ça. Et c'est le même genre de choses que j'ai faites. Voilà. Alors c'est pour une biographie, la biographie d'une reine. Donc du coup, j'ai représenté l'évolution de ces réseaux dans les chartes et la manière. Et donc ça permet de voir des ruptures pour le coup qui sont intéressantes à caractériser. Alors le logiciel que j'utilise, là, Vison, il permet de le faire plus facilement que là, de ce point de vue-là. Bon, je suis désolée, du coup, vous ne l'aurez pas pour le concile de Tours, mais en gros, j'avais décomposé ça. Après, c'est pas très intéressant pour le concile de Tours parce que, en fait, il n'y a pas assez de documents, c'est-à-dire que l'évolution chronologique, elle est quand même, comme il y a 4 dates, bon, c'est un peu compliqué à retracer, mais bon, l'idée, c'est qu'on peut voir comment les relations évoluent. Et on constate deux choses. La première chose, c'est que, donc, les liens avec le roi se distendent. C'est-à-dire qu'il y a un conflit royal avec le roi, qui est documenté par ailleurs, et donc on peut revenir sur ce conflit. Et l'autre chose importante, c'est Léonce de Bordeaux, qui au départ participe au réseau et qui n'y participe plus jusqu'en 973. Donc on a une forme vraiment de coupure importante au sein de l'épiscopat du royaume franc. Alors, dans une dernière sous-partie, je voulais souligner, essayer d'expliquer comment l'analyse de réseau éclaire les canons de Tour 2.
Pour répondre à cette question, donc je vais résumer ce que je voulais dire. Je voulais souligner que, donc, comme l'analyse de réseau a montré qu'il y avait visiblement un conflit avec le roi et un conflit avec l'archevêque de Bordeaux, ça permet de revenir sur le texte du concile et de le relire dans cette perspective. Et donc, on se rend compte qu'il y a plusieurs canons qui s'opposent au roi, donc des canons sur la protection des biens d'église, le canon sur l'assistance des clercs au concile, le canon sur les ordinations en Bretagne, et à chaque fois, le roi est incriminé. Et les canons sur l'interdiction du mariage aux nonnes et l'interdiction de l'inceste. Alors pourquoi ces canons sont en rapport avec le roi? Parce qu'en fait, le roi, à cette époque, veut épouser sa 4e femme, mais sa 4e femme, elle est nonne, donc c'est une religieuse, donc déjà c'est un premier problème, et en plus c'est la sœur de son épouse précédente. Donc c'est de l'inceste. Et donc, du coup, ça explique ces deux canons tournés contre le roi. Et puis, il y a les canons qui sont tournés contre l'archevêque de Bordeaux, celui sur la paix entre les évêques, qui explique que c'est pas possible de pas faire la paix entre les évêques, donc on comprend que c'est l'archevêque de Bordeaux qui est incriminé. Le contact avec les excommuniés, de la même manière, il y a une histoire d'excommunication avec l'archevêque de Bordeaux. Le canon sur les Nicolaïtes, qu'il faut relier aux relations entre l'évêque et son épouse qui sont recadrées. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'archevêque de Bordeaux avait une épouse, ce qui était le cas à l'époque mérovingienne très souvent, mais cette épouse, elle était très visible. On la connaît par des poèmes de Fortunat, et visiblement, le petit groupe des évêques qui est réuni à Tours, qui est un petit groupe radical, qui est très attentif à la question des relations entre clercs et femmes, qui est sur une position rigoriste, utilise l'épouse, en quelque sorte, ce motif de l'épouse, pour porter des sanctions contre l'archevêque de Bordeaux. Et donc, parmi ces sanctions contre l'archevêque de Bordeaux apparaissent, j'arrive plus à passer, super, voilà, dans la fin du canon 20, qui propose de couper la tête de couper les têtes pour que le troupeau ne soit pas infecté. Et là, on a quelque chose qui concerne un évêque, visiblement, un évêque qui ne doit pas contaminer son troupeau. Alors, je conclurai sur les apports, ce qui me semble être les apports de ces méthodes numériques. Je vais conclure très vite, je vous rassure. Première chose, évidemment, c'est la dimension heuristique de ces méthodes, mais au sens propre, c'est-à-dire qu'il y a des découvertes de documents, ça fait remonter des documents qu'on ignorait, et aussi des faits historiques. L'exemple un peu typique, c'est la mort de l'évêque, dater la mort d'un évêque qu'on ignorait. Deuxième atout, en fait, on voit apparaître des structures sociales non visibles sans les calculs. C'est-à-dire que les calculs font remonter des choses et permettent de mettre l'accent sur des éléments importants. Par exemple, on a pu calculer le rôle d'intermédiaire de l'archevêque de Bordeaux, ou bien la question du groupe 0, là, qui forme une clique et dont le pouvoir est lié à la proximité avec le roi. Enfin, le pouvoir et aussi les difficultés s'il se fâche avec le roi. Troisième élément, ces méthodes permettent de penser autrement les objets historiques de manière dynamique. C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que ça permet d'insuffler des éléments pour penser les relations sociales autrement et pour penser les corpus dans une évolution constante. Et puis ce qui est intéressant aussi, on l'a vu dans la deuxième partie, c'est l'intérêt de la visualisation. C'est-à-dire qu'on voit des choses, parce qu'à partir de cette manière de traiter la documentation, qu'on ne verrait pas si on n'avait pas traité la documentation comme ça. Mais malgré tout, ce ne sont que des outils. C'est-à-dire que, en fait, ça permet surtout de regarder nos sources autrement, en fait.
Je pense que c'est ça l'intérêt. Alors ça veut dire qu'il faut plus d'outils, c'est des outils en plus pour vous qui apprenez, mais c'est aussi du coup une manière de répondre autrement à des questions historiques. Voilà.